Voilà. Vas-y, Dominique, quand tu veux. Merci Emmanuel. Donc, je propose effectivement que l'on démarre ce webinaire. Alors, je vais être très, très rapide, très court. C'est juste pour dire que dans le cadre du PEPR, Ville durable, bâtiment innovant, nous avons lancé un cycle de webinaires pour que les projets qui sont financés par le PEPR puissent présenter au fil de leur avancement un certain nombre de résultats. Alors là, nous sommes sur le premier webinaire du projet Résilience, donc, qui est au tout début, donc on n'aura pas de résultats aujourd'hui, hein, mais peut-être que Barbara nous dira le contraire tout à l'heure. Mais on est plus dans une phase, nous sommes en début de séquence de l'ensemble des projets, et donc on est plutôt sur une première séance pour présenter le projet. Et quand on dit présenter le projet, c'est présenter le projet à tous les collègues, qui soient chercheurs ou qui soient qui travaillent dans les collectivités locales, pour voir ce qui va être fait dans le projet Résilience. Et on fera ce cycle de webinaires tous les ans et année après année, c'est là qu'on pourra voir effectivement l'avancement des résultats et sans attendre la fin des projets pour avoir l'ensemble des résultats. Donc moi, je voudrais remercier l'équipe de Résilience, Barbara Dana qui porte le projet et tous les collègues qui sont impliqués dans le projet. Et je laisse immédiatement la parole à Barbara. Et j'ai cru comprendre que tu ne serais pas la seule à parler, donc je vous laisse la parole maintenant à tous. Est-ce que je pourrais avoir la possibilité de Ça partager y pour est. le... Oui, Ah, c'est bon pour le merci. partage. Et si j'arrête le mien, ça sera plus clair. Voilà. Ouais. Ok, hop. Est-ce que vous voyez? Oui, 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 parfait. Parfait. Bon, alors aujourd'hui, on va vous présenter davantage le projet Résilience, les objectifs et les méthodologies qu'on voudrait appliquer puisque le projet vient de démarrer. Et je le ferai de façon collégiale avec d'autres collègues. Moi, je suis Barbara Dana, je suis directrice de recherche au laboratoire de chimie de l'environnement. Et le consortium scientifique qui a participé activement et qui a monté avec moi le projet est ici représenté sur la carte de France. Donc, on a plusieurs laboratoires autour de Marseille. Donc, le laboratoire de chimie de l'environnement, représenté par moi-même, l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels, qui est représenté par Jérôme. On a aussi l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Cécile, si elle peut, elle va se connecter parce qu'elle est en campagne de mesure sur le terrain. On a aussi l'IMT Nord d'Europe, le laboratoire série, représenté par Véronique Réfaud, qui co-porte le projet. Et ainsi le laboratoire CEREA, l'École nationale des ponts chaussées, avec Karine Sartellet. Et Florent Ocelli, qui est ici aujourd'hui et qui est du laboratoire de génie civil et géo-environnement. Et enfin, deux absentes, c'est le laboratoire ELEMA et TEVES qui sont en conférence ailleurs, donc ils n'ont pas pu nous joindre. Donc le projet a démarré en février 2025 pour une durée de 5 ans avec un budget global autour de 5 millions. Et on peut dire que l'objectif principal, c'est une proposition d'un projet transdisciplinaire pour évaluer l'efficacité des politiques d'aménagement urbain qui visent à améliorer les conditions de vie, le bien-être, la santé environnementale dans les villes d'aujourd'hui. Et pour faire cela, on va tenter d'évaluer les stratégies dans certains domaines spécifiques qui sont un petit peu ici schématisés à droite, notamment les efforts pour implémenter des modalités, des mobilités douces ou durables, l'implémentation aussi de végétalisation euh, et aussi tout ce qui est les aménagements pour réduire
les îlots de chaleur, l'adaptation au changement climatique et réduire les expositions aux pollutions. Donc, on va faire des mesures pour récolter tous ces indicateurs. On va aussi avoir une approche qui est vers le citoyen, l'usager, avec des enquêtes pour voir l'acceptabilité ou le refus ou la vision qu'ils ont par rapport à tous les aménagements qui, euh, qui vont être mis en place ou qui sont mis en place. Et puis, on va pouvoir passer de échelle petite, qui est celle de la rue, à celle de la métropole de la ville à travers des modélisations pour enfin récolter avec toutes ces données et des données aussi déjà ouvertes ou accessibles, quelles sont les inégalités environnementales et sociales dans nos villes et dans nos territoires. Donc l'idée est ici d'avoir une vision intégrée de différentes problématiques et chercher aussi comment les aménagements peuvent avoir aussi des co-bénéfices dans d'autres domaines. Et enfin, on voudrait développer des scénarios et des recommandations. Et cela ne se fait pas qu'avec un consortium scientifique. Et donc ici, c'est assez coloré. Et au centre, c'est notre consortium scientifique, mais on est accompagné du début avec les deux territoires, et notamment la ville et les métropoles de Marseille et de Lille. Et aussi beaucoup d'acteurs locaux et d'associations. Ce sont deux territoires contrastés, très différents, de point de vue géographique, climatique, de gouvernance. Et donc, on a pensé que c'était intéressant de comparer la même méthodologie sur deux territoires différents du pays. L'organisation, c'est assez traditionnel. Donc, on a un work packages qui se déroulent et qui représentent aussi tout le long une transdisciplinarité, c'est-à-dire la plupart des experts vont participer à la construction des différents volets du projet. Un premier volet qui est sur l'évaluation des aménagements avec la récolte d'indicateurs. Un deuxième volet qui est celui de l'échelle, donc une simulation qui est multi-échelle et multidisciplinaire, pour enfin arriver à tout ce qui est recommandations et retour aux acteurs locaux ou aux scientifiques. Cette partie verra maintenant décrite un petit peu plus en détail. Donc, je commence et puis je passerai la parole à mes collègues. Donc, la deuxième tâche, c'est cette tâche d'évaluation des aménagements urbains. Et une première action sera celle d'évaluer, faire un inventaire des plans stratégiques dans les deux territoires pour voir s'il y a des mises en place avec des synergies ou pas à l'intérieur des collectivités, dans la façon dans laquelle ils travaillent. Et donc, sélectionner aussi, nous aider aussi à sélectionner les sites les plus appropriés sur lesquels faire nos mesures. Et voilà, donc je vais passer la parole à Véronique Riffaut pour la deuxième partie. Oui, Si- donc en fonction des thématiques, on va avoir des sites qui peuvent être différents. On va aussi s'appuyer sur des observations existantes, hein, que ce soit au niveau de la qualité de l'air via les réseaux de surveillance qui sont déjà implantés, qui ont déjà de nombreuses mesures à minima de polluants réglementés, mais parfois plus. Sur les territoires de Lille et Marseille, Barbara et moi, on opère en lien avec des collègues soit académiques, soit ASCA, des stations de mesure depuis plusieurs années qui mesurent donc la qualité de l'air avec des instruments qui sont généralement dans des sites labellisés, hein. Donc là, on a deux sites labellisés par le CNRS INSU et qui font partie de l'infrastructure Actrice France sur lesquels, en milieu suburbain à Lille et en milieu urbain à Marseille, on mesure un certain nombre de polluants qui sont d'intérêt pour le climat, hein, d'où cette nécessité d'avoir des observations longues. Et en complément de ces mesures-là, il y a aussi des mesures thermiques qui ont déjà démarré donc sur un campus marseillais à Saint-Jérôme, notamment parce qu'il y a eu des aménagements que vous voyez par les photos en bas à droite de végétalisation, un effort de végétalisation, de désimperméabilisation du sol aussi.
Et donc, la mesure de cet impact sur les mesures notamment thermiques liées aux différents matériaux qui sont maintenant utilisés. Ouais. Euh, Nous allons aussi, donc, dans le cadre du projet, réaliser une campagne intensive, hein, donc pour collecter des indicateurs plus fins en termes de résolution spatiale et temporelle, avec notamment 2 sites de mesure Oh, pardon. dans chaque ville. Pas de souci. Euh, qui vont se faire donc en parallèle sur environ un mois, avec une rue qui va être traditionnelle, hein, avec de la circulation, beaucoup d'espace dédié à la voiture, et puis un autre espace qui serait dans une configuration assez similaire, mais qui a bénéficié d'un aménagement, notamment pour les mobilités douces, avec végétalisation idéalement pour regarder un petit peu les impacts sur 3 grandes thématiques disciplinaires, donc les polluants atmosphériques, les variables d'intérêt climatique et aussi les propriétés thermiques des matériaux. Et ces campagnes sont planifiées donc avec les deux dispositifs que vous voyez en dessous, donc une remorque et un minivan qu'ont déjà nos laboratoires, dans lequel l'instrumentation sera installée et qui permettra donc au printemps prochain sur l'île et à l'automne prochain sur Marseille de réaliser des mesures intensives de certains polluants. Donc, ce travail se fera bien sûr en partenariat avec les 2 ASCA concernés, Atmo Hauts-de-France et Atmo Sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lors d'une campagne intensive qu'on ne fait pas en continu dans nos observatoires? Eh bien, c'est regarder par exemple les polluants qui sont plus spécifiquement émis par la végétation. Donc, ces composés organiques volatiles qui vont aussi pouvoir interagir avec des polluants anthropiques, hein, soit d'autres composés organiques volatiles, mais aussi les oxydes d'azote qui sont issus du trafic en milieu urbain. Ces polluants réagissent entre eux, vont produire de l'ozone, vont produire des aérosols secondaires, hein, potentiellement nocifs pour la santé. Et donc, on va pouvoir combiner des approches mesures de terrain très fines, mais aussi des études qui peuvent se faire en laboratoire, hein, pour simuler cette atmosphère particulière et regarder dans quelle mesure certains végétaux peuvent être plus ou moins émetteurs de polluants, y compris d'ailleurs en fonction des conditions qu'on aura pendant les campagnes. Si on peut avoir des périodes un peu stressantes pour la végétation, on sait que, elle peut réagir avec des émissions particulières, notamment lorsqu'il y a du stress hydrique, des canicules, etc. Alors, on suit aussi en temps réel la composition chimique de la phase particulière, hein. Ça peut être les organiques, les inorganiques. Le carbone suit. Et puis, avec des instruments plus spécifiques, on peut aussi aller regarder dans la phase organique un certain nombre de familles chimiques pour savoir un petit peu mieux ce qui se passe et quels sont les composés qui vont être particulièrement spécifiques à certaines sources d'émissions. Et toutes ces données-là, elles ont pour but d'alimenter le volet modélisation du projet, de permettre le calage des modèles de qualité de l'air, d'abord dans un premier temps via enfin, le partenaire académique du projet qui est le CEREA, et ensuite, eh bien, de pouvoir transférer ces connaissances aux associations de surveillance. Là. Dans les mesures terrain, ensuite, il y a les propriétés thermiques. Et donc, je passe la parole à Jérôme, qui est plus spécialiste que moi sur ce volet. Ah, Le microphone, tu dois ouvrir ton microphone. Ok, donc l'idée là de la partie thermique, il va y avoir 2 phases. Une phase de mesure sur le terrain, mais et ces phases de mesure, il y a deux parties. Les mesures environnementales, donc température, humidité, vitesse de l'air, mais aussi des mesures des propriétés thermiques des matériaux. D'accord? Ces propriétés qui seront injectées dans les codes de calcul. Il y a un aspect aussi qui est très important pour la partie îlot de chaleur, c'est comprendre l'impact de la végétation sur les villes.
Et du coup, il va falloir améliorer les modèles existants d'évapotranspiration, par exemple, de la végétation et des arbres, parce que la plupart de ces modèles ont été développés pour l'agriculture, donc dans des conditions qui sont vraiment différentes au milieu urbain. Et donc, il va falloir faire des mesures in situ, en ville, pour arriver à adapter les modèles d'évapotranspiration de la végétation pour pouvoir l'utiliser dans les modèles de simulation thermique à l'échelle des rues et des quartiers. Voilà. Donc, de la mesure de terrain, des mesures environnementales, euh, et pour alimenter les modèles, enrichir les modèles et pouvoir faire du prédictif sur les montées en température dans les villes. Et donc ça veut dire aussi être capable de sortir des indicateurs et de tester des solutions en changeant les matériaux de manière virtuelle, en tester les solutions et en fournissant des indicateurs qu'on pourra aussi corréler aux, aux enquêtes de terrain avec le ressenti des usagers. Ok, donc ça c'est sur la partie îlot de chaleur. Sur la partie climat, gaz à effet de serre, moi, c'est pas ma partie. C'est pas c'est pas mon domaine. Non, non, c'est Tu veux qu'on le fasse nous? comme tu veux, oui. C'est Je veux bien. l'IMBE, hein, effectivement, Irène Xuerefrimi, qui a fourni ce graphique et qui peut pas être là aujourd'hui. Donc là, il y a des mesures hein, sur notamment le site de Marseille-Longchamp hein, qu'on voit très bien, qui est la courbe noire, donc en centre-ville de Marseille, qui sont comparées à d'autres sites sur lesquels il y a des mesures depuis plusieurs années. Donc ERSA, c'est au Cap-Corse, et puis l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence. Et on voit qu'effectivement, en milieu urbain, on a beaucoup plus de pics de CO2 hein, qui sont issus bah, des combustions, principalement, donc le transport, le chauffage. Donc, au-dessus de ce fond global de CO2 qu'on voit augmenter régulièrement et dont on parle régulièrement dans la presse, hein, de l'ordre de 420 ppm actuellement, eh bien, dans les villes, on a un surplus de CO2 qui va aussi bah, engendrer localement cette augmentation aussi de la température de l'air. Voilà, donc l'idée, c'est de quantifier si on a des actions de réduction en milieu urbain, en centre-ville, parce que, eh bien, on compare une rue aménagée, une rue où il y a moins de trafic et une rue où il y a plus de trafic. Est-ce qu'on voit déjà un impact sur ces concentrations de CO2 mesurées? Et puis, on peut imaginer que dans un scénario, on va supposer qu'on étende un espace piétonnier dans un quartier et quel serait l'impact ensuite sur la réduction de concentration. Donc tout ça, ce sont les modèles qui vont pouvoir nous le dire et les modèles, ils vont être calés sur des observations qu'on peut faire, soit des observations long terme, soit des observations plus intensives sur certains polluants. Je ne sais pas si Cécile est Donc, connectée. j'ai vu que je Oui, l'ai vu connecté, oui. Ah, oui, voilà, super, bonjour. merci. Bonjour Cécile. Donc, Donc, Cécile Albert, IMBE, c'est notre experte en biodiversité. voilà, Merci. donc sur la partie biodiversité, en fait, on a choisi de travailler sur une espèce du coup qui est l'écureuil roux, qui est une espèce parapluie en fait, puisque c'est une espèce qui est typique des milieux boisés ou arborés, et donc en fait, en la suivant elle, on suit un peu toutes les espèces qui peuvent être associées à ce milieu-là, qui est du coup un milieu qui est présent en ville, mais pas non plus très présent. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'était de faire une approche de génétique du paysage, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des prélèvements de poils sur lesquels ensuite on va faire des analyses génétiques, enfin génotyper en fait les individus qui sont passés enfin qui nous ont laissé des poils. Donc on voit ici le dispositif, on a des tubes à interception en fait qui sont des bouts de tuyaux en PVC dans lesquels on met un appât, donc des noix et du beurre de cacahuète. Et on met aussi des scotch à chacun des entrées du tube. Et quand l'animal va chercher la noix, ensuite il laisse quelques poils sur le scotch et nous, on peut faire les analyses génétiques à partir de là. Et du coup, sur la base de ces données génétiques, en fait, on est capable de dire si les individus qui ont laissé des poils sont proches génétiquement, donc sont comme un peu cousins-cousines ou frères-sœurs, ou au contraire très éloignés. Et c'est-à-dire que ça veut dire s'il y a en fait beaucoup de déplacements et beaucoup de flux d'individus dans le paysage qu'on étudie, ou au contraire des barrières aux déplacements, comme par exemple des autoroutes ou des infrastructures humaines très très lourdes.
qui font que en fait les animaux ne peuvent pas franchir ces espaces et donc en fait sont génétiquement différents les uns des autres. Donc là, on a mis une carte un exemple de l'échantillonnage qu'on a mis en place à Lille. Donc c'est un échantillonnage qu'on a déjà mis en place à Lille et qu'on est aussi en train de mettre en place à Marseille, qui va durer à peu près 1 an pour la collecte de poils. Et donc on voit ici à peu près tous les petits points, enfin tous les espaces. En fait, bleu foncé sont des espaces d'habitat potentiel avec des espaces boisés, et tous les petits points sont des espaces où on a mis des collecteurs de poils. Voilà. Et donc là, on commence à collecter et ensuite on pourra mener les analyses génétiques et faire les analyses dont je viens de vous parler. Merci. Et enfin, on aura une contribution, on peut dire, du citoyen, aussi des élus locaux, parce on va mener des enquêtes de différents types, soit sur, comme je disais, des enquêtes qualitatives auprès des élus et des techniciens sur la mise en place des aménagements, la méthodologie, et puis d'autres enquêtes de type plus quantitatif sur les deux métropoles. Euh, auxquels on s'adresse plutôt aux citoyens et sur lesquels on va avoir des enquêtes qui vont plutôt tester leur acceptabilité, le refus des aménagements, leur vision des aménagements ou de la santé dans la ville où ils habitent, tout type de questions assez variées par rapport aux activités d'aménagement dans la ville. Je vais avancer et je vais laisser la parole à Florent pour Ouais, la partie de simulation. merci. Donc effectivement, dans ce troisième Work Package, l'idée est le changement d'échelle dans un premier temps, de passer de l'échelle locale avec des mesures, des indicateurs, etc., à une échelle métropolitaine pour modéliser tous les indicateurs qui ont été générés par l'ensemble des partenaires. Donc, on parle ici des particules en phase organique ou inorganique, des particules traphines, du black carbone ou alors des propriétés thermiques. Et puis aussi de la modélisation d'indicateurs qui traduisent les connectivités entre les mobilités douces et la biodiversité en combinant les deux. Alors, avant de laisser la parole aux spécialistes de chacune des thématiques qui vont expliquer quelles sont les étapes par lesquelles ils vont passer pour faire cette modélisation, une chose importante, c'est qu'on va mobiliser les territoires et les collectivités pour pouvoir bénéficier de données supplémentaires qui nous permettront de faciliter cette partie de modélisation. Donc là, on va aller interroger ces collectivités pour collecter les données qui sont déjà disponibles, comme les données de végétation avec la localisation des arbres, des espèces, etc. Les données qui traduisent, qui permettent d'indiquer des notions de marchabilité, de cyclabilité, de biodiversité ou encore d'autres types de nuisances. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur des données existantes pour optimiser les modèles qui seront construits par la suite. Tu peux passer. Et donc, je vais laisser la parole à Cécile, à Karine et à Jérôme pour présenter chacune des modélisations. Donc sur la partie biodiversité, en fait, là du coup, on part déjà sur une approche plus interdisciplinaire puisque notre idée c'est de travailler, comme l'a dit Florent, sur les connectivités, mais à la fois sur la biodiversité et aussi sur les humains, en se posant la question de où est-ce qu'on peut végétaliser à l'échelle du quartier ou de la ville, sachant que du coup cette végétalisation, elle peut s'accompagner de politiques qui visent à favoriser les mobilités douces, vélo ou marche, par exemple, parce que c'est plus agréable, plus sécurisant et plus et meilleur pour la santé aussi quand ces mobilités douces sont séparées des voitures et de la pollution. Et puis d'un autre côté, pour l'écureuil par exemple, s'il y a un couvert forestier, enfin ou arboré ou du moins qui est plus continu, ça permet aux individus de se déplacer et donc, comme je disais tout à l'heure, de ne pas faire de barrières à la dispersion qui font qu'ensuite les individus vont être génétiquement isolés. Et donc pour favoriser cette végétalisation et des continuités à la fois pour les humains et les non-humains, on pense la ville en fait sous la forme d'un graphe. Un graphe, c'est en fait une manière mathématique de représenter ce genre de choses qu'on voit à droite, donc avec des nœuds et des liens qui représentent en fait les différents espaces de notre ville.
Donc, par exemple, ici, c'est un exemple sur la ville d'Aix-en-Provence qui a été réalisé précédemment, où on a en fait en vert les espaces plutôt forestiers qui sont des habitats pour l'écureuil et en marron ou rouge les espaces qui sont des zones qui sont vraiment très défavorables pour les déplacements de l'écureuil, qui font plus ou moins des barrières et sur lesquelles, du coup, bah, si c'est des bâtiments, non, mais si c'est des espaces de rue, par exemple, on peut revégétaliser et du coup apporter de la continuité, des continuités écologiques. Et donc on se pose toutes ces questions-là dans Résilience, avec bien sûr aussi une réflexion avec les collègues sur les synergies que ça peut apporter, cette végétalisation, sur aussi les îlots de fraîcheur, la qualité de l'air et le bien-être humain et la santé. Jérôme, microphone. Rebelote. Donc, là, vous avez les premiers résultats des simulations thermiques et d'écoulement en milieu urbain. Vous voyez là les résultats d'un projet qui est financé par l'ANR, les projets City, autour du logiciel CityVox. Donc là, c'est les résultats des travaux de l'équipe. Vous voyez la bonne mère, hein. Donc là, le logiciel est en développement depuis presque un an et financé depuis quelques mois. Donc là, il est dans une phase de validation. Pour le valider, il va falloir faire des mesures de terrain, évidemment, et il est dans une phase d'accélération. Donc là, on travaille principalement sur la partie écoulement. Donc si vous cliquez sur l'image au milieu, là, vous allez voir un vent à 20 km/h impacter voilà, Notre-Dame, la Bonne Mère de Marseille. Alors, l'originalité ici de ce travail-là réside dans la fabrication de jumeaux numériques. C'est une phase, dans la plupart des logiciels existants, c'est une phase, la fabrication des maquettes virtuelles sur laquelle on va appliquer les modèles. C'est quelque chose de fastidieux et d'assez long. Donc là, nous, on utilise une automatisation à partir de données LIDAR haute définition. Et on utilise aussi une première classification des matériaux qui est fournie par l'IGN et par la classification des données LIDAR. Donc ça nous permet en quelques minutes là, de réaliser des petites simulations ici à l'échelle du quartier. Donc là, vous avez une carte qui fait à peu près 200 mètres par 300 mètres. La maille, la maille physique correspond à 1 mètre. OK? Et le même logiciel sera capable de faire des calculs à l'échelle des quartiers, donc sur des surfaces de 1 à 2 km de côté. Voilà, aussi bien en thermique qu'en écoulement. Toute la partie logicielle va s'appuyer sur la caractérisation des matériaux, hein, qui est faite dans la partie expérimentale. Et bien sûr, on vise la validation et l'enrichissement des modèles par les collègues thermiciens de l'équipe, hein, qui vont enrichir les différents modèles implémentés dans le logiciel existant. Voilà. Donc là, on- le logiciel va rentrer dans une phase de validation et on espère des premières validations d'ici quelques mois. Voilà. Là, Est-ce vous voyez. que tu... Oui, voilà, là vous voyez des calculs à l'échelle là c'est le Vieux-Port, donc vous êtes sur un kilomètre à peu près de côté. Donc vous voyez des calculs radiatifs, des calculs d'ombrage, hein, qui sont faits en quelques minutes sur un petit ordinateur. Donc là l'idée c'est on exploite tout le savoir-faire du laboratoire ISTI sur les calculs de transfert de chaleur couplée, conduction, rayonnement, qu'on développait avant dans des milieux poreux et maintenant qu'on applique à l'échelle de la ville en utilisant justement les données LIDAR. Voilà. Donc l'objectif, Merci. là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de sortir des indicateurs et de pouvoir tester assez rapidement les différentes stratégies de transformation des villes, aussi bien en matériaux nouveaux qu'en végétalisation. Merci, Jérôme. Ouais. Je vais passer la parole à Karine. Et donc pour la qualité de l'air, donc on a deux objectifs. Donc le premier objectif, c'est la cartographie des polluants émergents, notamment les particules ultrafines, le carbone suie, les composés organiques qui sont dans la nouvelle directive européenne à surveiller et dont on pense qu'ils ont des impacts assez forts sur la santé. Donc pour l'instant, les associations de qualité de l'air comme Atmosud ou Atmo de France font des cartographies fines de polluants réglementés comme NO2 ou les PM2,5, la masse.
Et donc là, dans ce projet, on va mettre en place une cartographie fine de ces polluants émergents. Vous voyez, par exemple, ici, on a fait pour les particules ultra fines à droite la cartographie à l'échelle de la France. Donc, on va descendre en échelle sur Marseille et Lille. Donc, on va comparer nos simulations à des observations pour valider et ajuster éventuellement, notamment dans les campagnes du projet, mais aussi déjà à quelques observations qui existent et qui ont déjà été faites au sein des réseaux des associations de qualité de l'air. Donc ça, c'est pour le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi cartographier les arbres urbains et leur impact sur les concentrations. Dans les modèles de qualité de l'air, on va avoir une représentation des forêts, des espaces boisés, mais on va pas avoir la prise en compte des arbres urbains individuels parce qu'ils n'ont pas une signature au niveau satellite assez forte. Donc en fait, on va les ajouter un par un dans le modèle pour estimer leurs impacts. Donc les impacts des arbres urbains vont être assez différents selon les lieux parce qu'on va avoir des espèces différentes qui vont être plantées notamment. Donc ça, on va regarder ça en détail et le cartographier pour ensuite que Florent puisse intégrer toutes ces données. Merci. Et je vais passer la parole à Florent. Et donc, bon, vous avez compris que dans cette première phase du Work Package 3, l'idée c'est d'arriver à des modélisations sur les deux métropoles de différents indicateurs environnementaux. Et donc, en plus de ces résultats issus des travaux du projet, nous, on va télécharger, essayer de trouver, enfin, d'accéder à des données ouvertes, des données publiques qui caractérisent l'environnement et les multiples milieux environnementaux. Donc là, le premier challenge, c'est d'établir l'inventaire des bases de données. On a un historique de 10 années d'expérience sur ce travail-là. Donc on connaît certaines bases de données, mais il faut aller en chercher d'autres qui existent peut-être de manière plus locale sur les deux métropoles. Et à partir de toutes ces données géographiques, on va construire des indicateurs spatialisés. Ces indicateurs spatialisés, la particularité, c'est qu'on va les construire à l'échelle des quartiers, donc ici les iris, sur les villes de Lille et Marseille et sur les deux métropoles. Et donc, pour chaque quartier, on aura la valeur d'un indicateur qui sera calculé. Donc là, il y a toutes sortes d'enjeux de traitement de la donnée pour l'agréger à l'échelle des quartiers lorsqu'elle est disponible sous un autre format. Donc sur les différents milieux, hein, air, au sol, mais aussi d'autres sources de nuisances comme le bruit. On va intégrer d'autres indicateurs comme les proximités à des activités industrielles, à des sites et sols pollués, etc. Et on va y intégrer aussi des indicateurs qui sont liés au niveau socio-économique des populations, à la démographie, pour essayer de caractériser au mieux les inégalités environnementales et sociales de santé. Et donc, une fois qu'on a tous ces indicateurs, on aura un panel de cartographie individuelle qui caractérise les différents milieux, etc. Et donc, le challenge suivant, c'est à partir de tous ces indicateurs, construire des scores, des indices composites qui vont traduire différentes choses. La première chose, la plus simple et la plus intéressante qu'on peut évaluer, c'est les notions de multicontamination ou multi-exposition des populations. Et donc là, on va travailler avec les collectivités pour savoir quels sont les sujets qu'ils aimeraient explorer en termes de multicontamination, multi-exposition. Et puis après, l'idée, c'est d'intégrer ces scores de multicontamination avec les données sociodémographiques, les données d'accès aux soins, des données de disponibilité de transport en commun ou de mobilité, etc., pour aborder la notion de vulnérabilité et de résilience des territoires. Alors ici, la vulnérabilité, elle est vue comme l'ensemble des déterminants de santé qui peuvent avoir un effet négatif sur la santé et comment ces déterminants se cumulent, se combinent au sein d'un territoire. Et à l'inverse, la résilience, elle s'intéresse plutôt aux déterminants de santé qui sont des facteurs positifs, qui vont favoriser le bien-être et la bonne santé. Et donc, on va essayer de construire des scores de vulnérabilité, de résilience à partir de tous ces indicateurs, de combiner les multiples déterminants de la santé pour à la fin établir des cartographies qui vont permettre de hiérarchiser les quartiers les uns par rapport aux autres, de les positionner en fonction de ces scores. Donc ça permet d'avoir à la fin une cartographie comme celle que vous voyez au centre qui établit un classement des quartiers qui sont les plus vulnérables ou moins vulnérables, les plus résilients ou moins résilients, et on combine ces deux scores entre eux. Et une fois qu'on a identifié, qu'on a hiérarchisé ces quartiers, on peut revenir en arrière pour
caractériser le profil de chacun de ces quartiers, donc essayer de comprendre pourquoi en réalité ce quartier-là apparaît comme un des quartiers prioritaires sur lequel il faudrait agir en termes de santé-environnement. Pour quelles raisons est-ce que ce quartier est très vulnérable et peu résilient, par exemple? Et est-ce que un autre quartier qui arrive en deuxième position présente les mêmes traits, les mêmes profils de vulnérabilité ou de résilience? Donc là, ça permet de dialoguer avec les collectivités territoriales pour essayer de comprendre un peu la dynamique de ces inégalités dans l'espace. Et donc pour faire ça, en fait, on va travailler encore une fois en collaboration avec les collectivités en organisant des ateliers, des focus group, pour essayer de trouver les bons indicateurs à cartographier. Peut-être que ce ne sera même pas les mêmes indicateurs sur l'île et sur Marseille, parce que les priorités sont peut-être pas les mêmes, les contraintes et les enjeux sont peut-être pas les mêmes. Et donc on va essayer d'adapter au maximum la méthode à chacun des deux environnements pour qu'elle soit la plus transposable possible et pour la suite, qu'elle soit transposable à d'autres territoires, d'autres futurs territoires. Et la dernière étape, comme on produit toutes sortes d'indicateurs cartographiques, l'idée c'est de proposer, de construire avec les collectivités un outil opérationnel d'aide à la décision. Donc nous, on va produire des cartes, des indicateurs. L'idée c'est qu'ils puissent avoir accès à un outil euh, un, un peu clé en main, mais facile à utiliser, qui ne soit pas trop complexe et assez transparent, qui permet d'établir le diagnostic de ces inégalités territoriales, de les suivre dans le temps quand on a la capacité de suivre les indicateurs et l'évolution de ces scores dans le temps. Et donc, pourquoi pas, pour la suite de ce projet, la dernière phase, de simuler des projets d'aménagement et de voir quelles sont les conséquences sur ces inégalités et aussi en termes de co-bénéfices. Donc là aussi, on va impliquer les collectivités pour co-construire ces outils dans la décision, donc voir à quoi devrait ressembler ce tableau de bord cartographique. Merci. On va vers le dernier work package qui est celui qui va un peu résumer tous nos résultats avec en particulier des recommandations et des scénarios. Je laisse la parole à Véronique, si elle est là. Oui, donc effectivement, dans ce dernier work package, ben, on va s'appuyer à la fois sur les observations, sur les modélisations. Vous avez vu qu'il y a des modélisations à plusieurs niveaux qui partent on va dire, d'une orientation disciplinaire, mais qui essaient d'intégrer d'autres aspects à chaque fois. L'idée, c'est vraiment de les co-construire avec les parties prenantes pour que ce soit utile aux collectivités, aux citoyens et aussi au réseau opérationnel, par exemple, dans le cas de la qualité de l'air. On a prévu plusieurs réunions hein, pour discuter avec eux et on peut aussi avoir des échanges plus ciblés vis-à-vis des collectivités, notamment pour intégrer leurs retours à la fois sur les simulations, mais aussi sur des scénarios d'aménagement, sur les différentes enquêtes qui vont être réalisées. L'idée, c'est vraiment de les rendre actifs et puis de s'appuyer sur leurs priorités pour maximiser les co-bénéfices. Alors, dans les exemples possibles qu'on avait imaginés au démarrage du projet, il y avait les fameuses zones à faible émission dont tout le monde a entendu parler parce que personne ne semble en vouloir, et notamment sur l'île et Marseille qui étaient concernés par ce dispositif. Il reste néanmoins nécessaire d'agir sur la qualité de l'air dans ces deux territoires, hein, puisque la France est en contentieux avec la Cour de justice européenne à ce sujet. Donc, il y aura probablement d'autres dispositifs à un moment qui seront réfléchis. Mais ça n'empêche que le projet peut effectivement avoir un intérêt fort sur comprendre les mécanismes d'acceptabilité sociale de ce type de dispositif et finalement comment on pourrait arriver à promouvoir ce type d'action, peut-être de manière un peu plus objective en s'appuyant justement sur un certain nombre d'observations. Au niveau de la végétalisation des espaces publics, eh bien, on l'a vu avec les présentations, ça permet d'avoir un meilleur confort thermique. On a aussi un retour de la biodiversité.
on favorise les connectivités écologiques, donc il y a beaucoup de co-bénéfices, même s'il y a aussi un certain nombre d'inconvénients hein, pour les collectivités. Il faut ramasser les feuilles, etc. Il y a de l'entretien qui est beaucoup plus compliqué, en tout cas coûteux en temps forcément. Et puis, on a aussi des tests qu'on peut réaliser sur les mobilités actives, hein, quel va être l'effet sur les différents polluants si on a moins d'émissions, mais aussi sur les îlots de chaleur urbains, sur la façon dont les gens s'approprient les espaces urbains. Et tous ces scénarios, ils vont être fondés donc sur les données observées et modélisées des work packages précédents, et ils pourront être évalués, hein, comme vous l'avez vu, avec les outils qui vont être développés, notamment avec des indicateurs qui seront croisés. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas rester dans un travail en silo disciplinaire, mais justement d'intégrer l'ensemble des aspects et de discuter à chaque fois avec l'ensemble des parties prenantes et des collègues des différentes disciplines pour ne pas essayer de proposer des solutions qui ne conviennent qu'à notre petite thématique, sans aller voir quel impact ça a sur d'autres aspects de l'espace urbain. Je vais Voilà, donc, fini avec ah, le pardon. Ouais, je vais donc conclure notre présentation qui était assez longue et riche. Donc, comme ici, c'est juste les trois work packages qui sont résumés dans un point de vue temporel. On a déjà commencé avec des campagnes de terrain de biodiversité. On va continuer en 2026 avec d'autres campagnes de terrain sur les Twin Sites et aussi sur la biodiversité et enchaîner avec aussi les questionnaires. Et si les simulations multi-échelles, comme il a bien introduit Karine et Florent et aussi Jérôme, en effet, le travail est déjà en cours, soit avec la collecte de données, soit aussi avec des tests sur les modèles tels qu'ils sont avant l'implémentation des indicateurs et des nouvelles valeurs qu'on va mesurer dans les campagnes mises en place en 2026 et tout le long du projet avec les observatoires pérennes pour arriver enfin en 2029 à pouvoir faire un retour aux collectivités et à la communauté scientifique. Donc, si juste quelques photos des rencontres faites et des activités en cours. Et donc, on a eu notre réunion de lancement il y a une dizaine de jours à Marseille, le seul jour où il n'y avait pas de soleil. Et ça a été très agréable. On a eu la possibilité d'échanger avec des élus des deux métropoles, des élus et des représentants des métropoles et de la ville. Et donc, je pense que c'était très propice au démarrage de notre projet, ces échanges très riches avec d'autres types de partenaires et pas seulement le consortium scientifique. Et avec ça, je vais terminer ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Barbara. Donc, nous avons encore un peu plus d'une dizaine de minutes, donc on va pouvoir prendre des questions si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a déjà une question, je crois, une main qui se lève de Marion Cordonnier. L'occurrence, c'était un applaudissement, mais Ah, j'ai aussi des ah questions. bah, parfait, allons-y. Euh, Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, je découvre un peu le projet Résilience et je vois plein de ponts super intéressants avec le projet Billy Garden. Alors, j'avais plutôt des questions sur la biodiversité et notamment le fait de s'être concentré sur une seule espèce, donc qui est une espèce parapluie, j'entends bien, mais sur l'écureuil. Du coup, ça veut dire que vous allez regarder la végétalisation que sous l'angle de la strate arborée, en fait. Et du coup, ma Non. question, c'était comment est-ce que vous prenez en compte les autres strates de végétation et quel type de couche, enfin voilà, quel type de couche vous allez utiliser pour la cartographie du paysage. Nous, on est parti sur le COSIA, mais vous, du coup, voilà, ça m'intéresse bien de savoir un peu plus. Aussi, je connais pas Marion, c'est Cécile. Euh,
Si on se connaît, Mais mais oui, oui, je te connais, mais je oui, connais pas les données le dont tu as parlé, la COSIA. COSIA. Après, oui, en fait, on a fait un choix parce que, bah, juste parce que c'est pas possible de faire tout, et que, en fait, bah, si on veut faire quelque chose de très intensif comme on l'a lancé là, c'est impossible de faire plusieurs espèces. Donc, en fait, soit on fait de la modélisation très à la louche, enfin voilà, comme on empile les couches et on fait plein d'espèces, mais en fait, on n'est pas trop sûr enfin, on valide pas les choses. Soit on va sur une validation et donc dans ces cas-là, on est obligé de se focaliser plus. Bah là, en l'occurrence, comme il y a déjà deux villes sur un seul taxon. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on peut pas dans le projet intégrer d'autres dimensions que juste la dimension arborée. Notamment sur Ah, tout ce d'accord. qui est thermique, etc. Ouais. C'est toutes les couches de végétation qui sont prises en compte. Exact, ouais, c'est ça, Cécile. On D'accord. va vraiment intégrer et considérer les diversités territoriales et les couches végétales. L'aspect végétal sera un petit peu différent que l'aspect biodiversité parce qu'il est élargi. Donc, il va être en D'accord. lien aux inventaires. En plus, la mairie vient de terminer, la mairie de Marseille et je pense déjà aussi à Lille, de faire des inventaires plutôt très précis de leur couvert végétal. Sachant par exemple qu'à Marseille, il y a beaucoup de buissons, il n'y a pas que des grands arbres. Au Oui, bah oui, contraire, oui. dans la ville, c'est souvent le contraire. Donc, il faut considérer ce type de végétalisation là aussi. D'accord. Et du coup, pour les simulations thermiques, justement, vous avez, alors pardon, hein, moi je pose des questions que j'ai avec mon petit niveau en termes de simulation thermique, mais du coup, la bioinfo derrière que vous utilisez, c'est des modèles qui sont déjà développés? Pour la thermique, Oui, on développe nos propres modèles, mais après, d'accord. ça va être des modèles multicouches, hein, où on va prendre en compte les différents matériaux, connaissant leur épaisseur et leurs propriétés thermophysiques. Euh, donc ça, c'est pour, en fait, on fait des calculs de température de surface. Donc si on a les matériaux des revêtements, on peut remonter aux températures. Après, on a des modèles qui vont prendre en compte, par exemple, si c'est une paroi de bâtiment, la température à l'intérieur du bâtiment ou simuler cette température-là. Donc, on a une vraie approche de thermicien. Euh, et les modèles, oui, c'est des modèles qu'on implémente dans l'équipe Ok. de chercheurs, là. Et notamment, là, ce qui nous pose souci en ce moment, c'est avoir les bons modèles pour comprendre les transferts d'eau dans les sols et dans les végétations, parce que c'est ce qui est le moteur du refroidissement. Si vous avez en ville des arbres qui ne sont pas arrosés, ben, ils contribuent pas du tout. Si ce n'est, oui, ils vont faire de l'ombre. Mais en termes D'accord. d'apport de fraîcheur, si on n'a pas des informations sur le côté hydrique en ville, eh ben, on ne peut pas simuler grand-chose. Et donc, c'est tous ces modèles-là qu'il faut enrichir pour prendre en compte l'eau dans nos simulations. Et le vecteur, hein, de ce rafraîchissement, c'est l'arbre ou la végétation. Et pour ça, il faut connaître la teneur en eau des sols et en tout cas avoir des modèles aussi thermiques qui prennent en compte ça. Donc ça, c'est le gros développement. Le reste des modèles thermiques, c'est du classique. D'accord? On réinvente pas la loi de Fourier, tout ça. C'est juste qu'on a des approches qui permettent de faire des calculs rapides. Mais vraiment, le côté intéressant en recherche, là, c'est pouvoir intégrer les transferts d'eau et de chaleur dans des milieux urbains. Et du coup, alimenter les modèles qui n'existent pas vraiment dans les milieux urbains. Je vous disais, la plupart des modèles thermiques utilisés pour tout ce qui est transfert d'eau et chaleur, c'est des modèles utilisés dans l'agriculture. Donc, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'ombre, c'est des champs. Donc, en fait, c'est pas du tout adapté à nos cas d'études. Et du coup, il faut instrumenter pour pouvoir affiner les modèles existants. Voilà. Merci. Je vois qu'il y a une autre main levée de Nicoletta Chiopou. Bonjour, merci beaucoup. C'est une excellente présentation et très inspirante. Peut-être c'est le bon timing pour partager, justement comme ma collègue sur COSIA, partager des informations sur d'autres initiatives en cours pour les prendre en compte, les garder dans un coin de sa tête pour enrichir pour la discussion, etc. Et j'ai mis là dans le chat, justement pour le lien avec l'occupation du sol, les typologies de végétation en ville, les travaux de l'initiative nationale CAP 2030. Il y a un GT, un groupe de travail biodiversité,
Je pense que là, j'ai mis le lien euh, de, de CAP 2030, mais aussi pour un projet européen qui reprend des travaux là-dessus. Euh, Là, l'idée, c'est au niveau national, ça va être repris dans les PLU, les différentes typologies d'occupation du sol et le lien avec la biodiversité. Donc voilà, c'était juste partager ça et encore merci pour la présentation. Je vais essayer de suivre les avancées. Merci beaucoup. Merci. On suit aussi Merci. de très près les travaux de l'IGN sur le développement des cartographies des typologies de matériaux ou de revêtements. Donc, comme on exploite déjà les données LIDAR, on regarde de très près les cartos à très haute résolution qui commencent à développer sur la végétalisation ou sur les propriétés des Mm. sols. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en ai aussi. Pour souligner que Aline Brachet a aussi ajouté, du CSTB a aussi ajouté des sources dans le chat. Voilà. Alors, du coup, j'en profite pour glisser ma question. Moi, c'était sur le lien entre le WP4, plutôt sur les scénarios, et le WP3 sur les simulations. Euh, je voulais savoir un peu comment vous l'abordez en termes de timing et en termes d'itération. Est-ce que c'est bien caler les modèles et ensuite construire des scénarios, ou est-ce qu'il y aura l'opportunité de faire un peu des itérations pour que les besoins et les demandes de scénarios des acteurs publics puissent, enfin, est-ce qu'il y a de la marge pour aussi euh, prendre en compte ces besoins-là dès en amont dans les modèles, voire même dans les observations, enfin, à quel niveau ça peut être pris en compte, quelle est l'itération entre les deux? Je peux démarrer sur les observations. Certaines seront suivies le long du projet, donc il pourra y avoir marge de faire ces allers-retours. Certaines mesures, comme les Twin Sites, sont assez exigeantes de point de vue d'engagement et financier, donc seront faites en 2026. Je pense que la chose que je pense importante, c'est la première année, c'est cet inventaire des aménagements qui va nous permettre de se positionner dans les bons endroits avec les bonnes questions. Donc, ce sera la fréquence et la capacité d'échanger avec les collectivités locales qui va nous permettre de mettre en place cet échange rapidement. Donc, c'est pour ça que j'étais plutôt contente de kick-off après parce qu'ils sont venus et donc ils ont montré de l'intérêt. Et donc, ça ouvre des possibilités d'avoir des échanges plus approfondis en fonction des questionnements pour pouvoir construire après les scénarios, je pense. Mais les modélisations, je laisserai la parole au modélisateur pour répondre à cet aspect. Je pense que c'est mieux. Peut-être pour compléter sur les twin sites, en fait, les polluants qu'on a visés, donc c'était les polluants qui étaient annoncés dans la directive et Mm. c'était aussi un besoin opérationnel qui nous avait été remonté par les ASCA justement d'arriver à avoir ces modèles sur notamment sur les particules fines. Et ce qui est intéressant aussi dans le modèle de Karine, elle pourra compléter, hein, mais c'est cette capacité à vraiment descendre à très fine échelle, donc ne plus modéliser une rue dans son entièreté, mais vraiment entre deux intersections. Donc on arrive vraiment sur les particules ultra fines, on sait que c'est des émissions qui sont potentiellement très locales, qu'il y a des effets de turbulence qui sont très forts et donc une exposition qui est très très variable. Et donc cette capacité à descendre à très fine échelle, elle est cruciale. Et c'est vraiment la recherche académique qui va nourrir en fait l'opérationnel par la suite. Après, sur d'autres types de modélisation, il y aura effectivement des allers-retours ou des échanges Florent l'a bien dit, pour co-construire, par exemple, son tableau de bord, il va pas aller juste prendre ses indicateurs et puis bah voilà. Non, il faut que les collectivités puissent se les approprier. Donc, il faut savoir
quels indicateurs elles sont capables de mettre à jour régulièrement. Hein. Ça, c'était un besoin qui nous avait Mm. été remonté notamment par les collègues des collectivités, les personnels des collectivités territoriales lilloises. C'était le fait que bah, souvent, nous, on produit de la donnée, mais c'est à un instant T. Et ce qui les intéresse, eux, c'est d'être capable ensuite de la faire vivre, cette donnée. Donc, d'être capable d'intégrer leur mise à jour de data, de fichiers d'entrée. Finalement, bah, voilà, tout se met à jour automatiquement. Il n'y a pas besoin d'être le concepteur du logiciel pour savoir comment le faire tourner. Donc, dans les livrables aussi du projet dont on n'a pas, enfin, qu'on n'a pas remis là, mais il y a notamment toute une partie qui est des tutoriels, voilà, des webinaires enregistrés avec les collectivités, justement pour qu'ils puissent prendre en main ces outils à la fin du projet et qu'il n'y ait pas besoin d'une assistance des laboratoires et des chercheurs par la suite. C'est exactement la même chose au niveau thermique, en fait. On sait scientifiquement que pour pouvoir faire une modélisation pertinente, il nous faut descendre à l'échelle du mètre, voire en dessous, aussi bien pour les écoulements aériens que pour les transferts de chaleur. Donc il nous faut cette petite échelle, il nous faut valider déjà cette petite échelle, c'est pas gagné, et il nous faut faire ces simulations en temps raisonnable. Ok, parce qu'en fait, habituellement les bureaux d'études vous font ce type d'études, mais c'est très fastidieux, c'est très long et très coûteux. Et donc nous, si on veut vouloir faire des interactions et faire des allers-retours, eh bien, il faut accélérer les temps de calcul de ces simulations, il faut les valider. Donc j'ai envie de vous dire, oui, on aimerait faire les allers-retours, mais d'abord l'outil, il va falloir qu'il soit validé, et sachant que scientifiquement, je vous disais, il faut qu'on simule les très petites échelles avant de passer aux indicateurs macro. Donc, d'abord la phase de validation et après les allers-retours. Oui. Je ne sais pas si Karine veut Euh, commenter sur ça. oui, au niveau de la modélisation de la qualité de l'air, donc en fait, on veut mettre en place des méthodologies qu'on a déjà mises en place sur Paris, qu'on a validées déjà dans des campagnes de mesure sur Paris. Et donc là, on va les mettre en place sur Lille et Marseille. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des spécificités à chaque territoire. Il faut qu'on vérifie que on a aussi des bons résultats sur Lille et Marseille. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment les spécificités, les choses qu'on va pouvoir améliorer dans le modèle. Et, euh, et qu'ensuite ça puisse être utilisable au niveau des résultats par Florent et aussi par les ASCA si ils veulent pouvoir simuler ces nouveaux polluants par la suite. Ouais, parce que dans le cas de ces simulations de qualité de l'air, ce ne sera pas la collectivité directe, pas dans la façon directe, la mairie ou la métropole, mais ça se fera à travers le passage des codes, s'ils veulent, aux associations de contrôle de la qualité de l'air. Voilà, parce que Ce c'est des sont choses qui sont quand même un peu complexes. Et en complexes. général, les mairies ne peuvent pas les utiliser, mais les associations de qualité de l'air, oui. Donc, Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Alors, on touche à la fin du webinaire. Est-ce qu'il y a une toute dernière question urgente et pressante? Je pense que non. Bon, de toute façon, on est au début du projet, donc vous aurez tout, tout le loisir de suivre année après année les résultats et d'échanger avec les porteurs de projets. Dominique, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Alors, le mot de la fin sur le projet, non, certainement pas. Mais par rapport à cette séquence, oui, enfin, chaque fois que j'écoute, mais c'est pas que pour ce projet-là, mais on est au début des projets et les choses évoluent très vite et j'ai l'impression d'apprendre des choses à chaque fois. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, donc je suis très heureux. Je retiens ce qui est très important et ce qui fait du lien. Alors Marion l'a évoqué dans son intervention, il y a effectivement beaucoup de liens aussi avec d'autres projets Ouais. BEPR, mais les collègues du CSTB l'ont évoqué aussi avec d'autres projets. Le multi-exposition, le multi-échelle, le lien entre scénario, mesure.
l'implication forte avec les collectivités, c'est autant de dimensions qui sont effectivement extrêmement intéressantes, importantes, pas faciles, et sur lesquelles je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'échanges à avoir avec d'autres projets. Alors, deux derniers mots. Un mot pour dire que, vu que vous êtes déjà dans des mesures, j'ai pas de doute que lors du prochain webinaire, vous aurez des résultats à présenter. Et donc, il faudra pas attendre la fin du projet. Donc, je crois que c'est aussi intéressant de rendre compte au fur et à mesure. Alors, je parle pas forcément des articles scientifiques validés qui prennent du temps, on est tout d'accord, mais que les résultats soient présentés, discutés en continu, ça je pense que c'est important. Et puis le dernier mot pour rappeler à tout le monde qu'il y a les journées scientifiques du PEPR qui auront lieu à Marseille les 3 et 4 novembre et à Aix le 5. Alors c'est les 3, 4, 5 hein, dans la métropole de Aix-Marseille. Donc on organisera les déplacements entre Aix et Marseille, il n'y a pas de souci. Et évidemment, le projet Résilience sera à l'honneur pendant les journées du PEPR, auxquelles nous espérons le plus nombreux possible. Et ça va se dérouler, alors pour la partie marseillaise au Pharo, qui était la partie en haut à droite de la carte que tu as montrée, Jérôme, sur le port de Marseille. Voilà, donc on pourra aussi tester, faire des mesures de polluants pendant les journées scientifiques. Merci à tous. Merci beaucoup.